Parfait. Bonjour tout le monde, bon après-midi. On va commencer sous peu. Juste attendre que tout le monde rentre à la séance pour qu'on puisse commencer ensemble. Donc, je vais juste donner une minute extra. Puis, s'il y a des autres personnes qui viennent, mais ils se joindront à nous à ce moment-là. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Bon après-midi. Mon nom est Yana et je fais partie de l'équipe d'organisation du GHSIPS dans l'équipe de partenariat. Et ma collègue Priscilla Pangan, elle est coprésidente. Elle aussi est présente et sera la technicienne de la séance. Je vous rejoins aujourd'hui de Montréal ou Tiohtià:ke dans le territoire Kanien'kehá:ka. En tant qu'organisateur du GHSIPS, nous reconnaissons que nous sommes les invités sur ce territoire. Et alors que nous nous réunissons pour discuter et partager des idées sur les questions cruciales de santé mondiale et d'équité, nous devons le faire dans une optique de réconciliation avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et donc, pour cette raison, nous encourageons tous les participants et participantes à visiter le site web whosland.ca et à prendre le temps de reconnaître les territoires et les espaces et de s'informer sur l'histoire de tous les lieux dans lesquels vous vivez, vous travaillez et vous jouez. Donc, quelques points importants à souligner avant que nous puissions commencer. Donc, nous demandons à tout le monde de rester en sourdine, donc sur mute, à moins que vous ne parliez. Veuillez noter que la session sera enregistrée et disponible sur notre site web ghsips.ca après le colloque. Et nous rappelons que toutes les informations partagées dans le chat peuvent être consultées par tous les participants et participantes. Alors, veuillez vraiment respecter cet espace partagé. Donc, aussi notez que le sous-titrage ne sera pas disponible pour la session en français, malheureusement. Je vais aussi vous envoyer le lien pour le code de la conduite, donc le code de conduite dans le but de favoriser un espace inclusif et collaborateur. En fait, nous avons élaboré ce code de conduite, donc je vais vous l'envoyer tout de suite dans le chat. Et cet après-midi, nous accueillons professeur Pierre Mine, qui est professeur agrégé au département d'anthropologie et de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Il mène des recherches sur la santé et les interventions internationales en Haïti depuis plus de 20 ans. Il nous parlera aujourd'hui des défis de la collaboration en recherche en santé mondiale. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole et le remercie chaleureusement pour son temps et son énergie. Merci beaucoup de cette invitation et merci à tout le monde qui est présent aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être là parmi vous. Merci juste de me faire signe si jamais il y a un problème avec le volume ou s'il y a un problème que vous m'entendez pas bien ou si je parle trop rapidement, c'est un de mes défauts. Aujourd'hui, je vais parler effectivement du projet ACOSME. Et ACOSME est un projet qui est mené par 3 partenaires en Haïti, l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal, le CECI, le Centre de coopération internationale, qui est une ONG avec une longue expérience en Haïti, et le gouvernement haïtien. Et le sigle ACOSME représente Appui au continuum de soins en santé mère-enfant. Alors, l'idée, c'est vraiment d'appuyer le gouvernement haïtien pour améliorer les soins et les services de santé pour les femmes enceintes, des nouveau-nés et toute autre population en lien avec ces enjeux de santé. Mais avant d'aller dans les détails de ACOSME, je voulais parler un peu par rapport à la question de la collaboration en santé mondiale. Et je sais que je vois des collaborateurs d'ACOSME qui sont dans la salle. Il y a des gens qui ont de l'expérience en Haïti en particulier. Mais pour ceux qui ne sont pas nécessairement dans le même endroit dans le monde, peut-être qu'ils travaillent dans d'autres endroits en santé mondiale, soit au Québec, au Canada ou bien dans d'autres pays. Je voulais quand même prendre peut-être juste un 5-10 minutes pour un petit exercice un peu interactif par rapport à c'est quoi les collaborations en santé mondiale, c'est quoi les rapports qui sont établis entre les personnes qui se considèrent comme intervenants, les gens qui se considèrent comme partenaires
et les gens qui se considèrent comme ou qui sont considérés comme patients ou qui reçoivent les interventions. Et pour ça, en fait, je vais vous demander de faire un petit exercice avec vos téléphones ou vous pouvez aussi le faire avec votre écran d'ordinateur, mais c'est de faire une petite recherche Google très rapide avec 2 mots. Okay? Et puis, on va regarder dans Google, dans la recherche d'images. Le premier mot, ça va être firefighter, comme pompier. Alors, F-I-R-E-F-I-G-H-T-E-R, firefighter. Et le deuxième mot, ça va être kitten, comme chaton, K-I-T-T-E-N. Alors, je vais le faire aussi. Je vais vous demander, et vous allez comprendre pourquoi je vous amène sur ce chemin de Google Images, mais je vais vous demander de le faire maintenant. Firefighter et kitten. Je suis curieux pour voir comment je peux activer le chat parce que j'aimerais voir s'il y a des commentaires dans le chat. Je peux aussi vous le lire. Si quelqu'un écrit dans le chat, vous devriez avoir une... Ça serait super. OK. Est-ce que les gens... Et en fait, si vous voulez, vous pouvez aussi allumer votre vidéo juste pour les 5 prochaines minutes pour que je puisse vous voir, si vous voulez. Alors, jetez un coup d'œil à ces photos que vous allez voir de pompiers et minous. Okay? Premièrement, vous allez voir qu'il y en a énormément. Je vais montrer une image. Vous allez probablement voir quelque chose comme ça. Hein? Est-ce que c'est le genre de truc que vous voyez? Est-ce que tout le monde... OK, non, là, le danger, c'est qu'on tombe dans un vortex Internet de chats. Ça nous arrive tous de recommencer à regarder des photos de chats et chiens sur Internet. OK, peut-être pas tous, mais moi, ça m'arrive. Mais il y a quelque chose dans le genre du pompier et du minou qui marche. Et j'ai pensé à ça parce que je me rappelle quand j'étais à l'université au premier cycle, dans les dortoirs où on habitait, il y avait plein de gens qui avaient l'affiche pompier et minou. Puis des fois, il y avait une fleur rose ou quelque chose, où le minou était en couleur, etc. Mais c'était un genre de représentation qui revenait souvent. Okay? Et pourquoi je souligne tout ça? C'est pour revenir à l'idée de la collaboration en santé mondiale et le genre d'image qu'on retrouve beaucoup dans ce domaine. Et c'est un genre d'image que j'appelle le pompier et le minou. Okay? On voit ici, ça c'est une image d'Haïti après le tremblement de terre, on voit quelqu'un qui fait une intervention et quelqu'un qui reçoit l'intervention. Et ce qui est marquant ou ce qui est frappant, c'est qu'il y a une grande distance entre les deux. Même si, bon, ils se touchent physiquement, mais les distances peuvent être au niveau de l'âge, au niveau du corps, à un niveau racisé, à un niveau genré, à un niveau économique. Il y a plusieurs façons qu'on peut calculer ces distances. Mais les représentations d'aide ou d'intervention entre des gens où il y a une énorme différence, une grande distance, ce sont des représentations qui circulent beaucoup dans les médias et qui ont, en fait, qui sont rentrées dans les représentations de la santé mondiale. Alors, la première image que j'avais trouvée de l'homme avec la petite fille en Haïti, c'était d'un journal montréalais, je pense, de la Gazette. La deuxième image, c'est le genre d'image qu'on peut trouver facilement sur un blog en santé mondiale. Si les gens veulent faire un stage, par exemple, s'ils veulent faire une expérience à l'étranger. Alors, on voit ici quelqu'un en train de préparer un soluté pour un patient. On voit encore une grande distance et différence ici dans son état de santé. On voit que la représentation de la personne qui aide est avec son visage, son identité est beaucoup plus claire, tandis que pour la personne qui reçoit l'aide, on ne voit pas grand-chose. Mais pour moi, c'est une autre forme d'image pompier et minou
dans le sens qu'on retrouve encore cette distance entre la personne qui offre de l'aide et la personne qui reçoit de l'aide. Si on va vers un autre type d'image, ça c'est un autre type d'image qui complique un peu notre représentation de pompiers éminents. Ici, on voit en avant-plan un médecin, une obstétricienne gynécologue haïtienne, qui est en train de distribuer en fait des trousses pour la santé maternelle. Et ça, ce n'est pas dans le cadre d'Acosme. J'avais collaboré à une autre activité par rapport à la santé maternelle il y a plusieurs années. Et alors, celle qui est en avant-plan avec le sac en plastique de Target, ceux qui reconnaissent le motif de Target, elle est en train de distribuer des petits sachets avec des lames de rasoir stérilisées, avec des gants, des choses pour ce qu'on appelle en Haïti des matouanes ou bien des sages-femmes, que parfois ce sont des hommes, mais des personnes d'une communauté qui sont considérées comme talentueux pour les accouchements. Et l'autre femme qui est debout, elle a un chandail rouge rayé, c'est une infirmière qui a une spécialité en obstétrique gynécologie, une infirmière sage-femme. Et les deux, ensemble, sont en train de faire une distribution de dons qui proviennent des États-Unis, d'une ONG américaine. Et moi, je ne prends pas beaucoup de photos quand je suis en Haïti, je ne suis pas un très bon photographe, mais ma collègue ici m'a demandé, elle dit, Pierre, prends ma photo. Et j'étais un peu surpris. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, pour que les Blancs voient que je n'ai pas volé leur matériel, que je leur ai vraiment donné aux gens qui devaient le recevoir. Alors, ça m'a intrigué comme phénomène que elle, qui est une partenaire des instances internationales, se retrouve un peu comme intermédiaire entre les gens qui reçoivent de l'aide et entre les gens qui donnent de l'aide. Les gens qui donnent, les gens de l'ONG américaine, ils n'auraient pas pu faire la formation parce qu'ils ne parlaient pas créole, parce que c'était une formation sur plusieurs semaines et eux, leur mission en Haïti était de relativement courte durée. Alors, il avait embauché ma collègue, l'obstétricienne gynécologue et puis l'infirmière, pour agir en tant qu'intermédiaire pour leur intervention. Et quand on y pense, en fait, même les gens qui reçoivent le matériel en ce moment, ils ne sont pas non plus les destinataires ultimes de l'intervention, c'est plutôt les femmes qui vont accoucher et les bébés qui vont naître lors des accouchements, qu'on souhaite que ça va être dans des meilleures conditions, avec des gants stériles, avec une lame de rasoir propre, etc. Mais je pense que c'est important, quand on pense à nos interventions en santé mondiale, on est très habitué à penser en termes de, on dirait en anglais, de dyade ou bien de dualité, celui qui donne, celui qui reçoit, etc. Et même si on utilise le langage de partenariat, de solidarité, ou est-ce que c'est moins une relation de don et plus une relation de travailler ensemble, il reste, par exemple, que Haïti n'intervient pas au Canada dans notre domaine de la santé. Il ne nous envoie pas du personnel pour nous aider. Le personnel haïtien qui arrive ici vient en tant qu'immigrant et il contribue beaucoup au système de santé, mais le Canada ne reçoit pas, par exemple, des formations sur comment faire des accouchements de pays comme Haïti ou Somalie ou Nicaragua. Alors, même avec le langage égalitaire, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une direction que les interventions vont prendre. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un mouvement dans l'autre direction, qu'il n'y a pas de résistance, que ce n'est pas contesté, qu'il n'y a pas d'échange, mais de penser plutôt qu'il y a une chaîne et qu'entre les intervenants et la population, souvent, on va passer par plusieurs instances. Alors, dans Cosme, par exemple, on a fait le choix de collaborer avec le gouvernement haïtien, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des interventions internationales en santé en Haïti, où les gens passent par des ONG ou vont avec des groupes religieux, les églises, et vont directement pour intervenir sur la population à qui ils veulent donner des soins. Alors, bref, ici, il s'agit d'une intervention d'enseignement. On peut aussi parler de qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche. Et je pense que les collaborations en recherche, premièrement, vont déjà se distinguer du modèle pompier et minou, parce que quand on collabore en recherche, si on travaille avec des chercheurs ou des étudiants en recherche
dans le pays d'intervention, dans ce cas-ci Haïti, déjà, on a affaire avec des universitaires. On a affaire avec des gens qui ont une formation. Dans le cas du projet ACOSME, nos partenaires en recherche sont beaucoup des résidents, des médecins, des gens qui ont un haut degré d'éducation, de formation et de spécialisation. Alors déjà, ça change le rapport. Et je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il y ait un volet de recherche dans le sein du programme. Et il y a beaucoup d'interventions où la recherche n'est pas en premier plan parce qu'on met beaucoup l'accent sur, on donne des soins cliniques, on donne de la nourriture, on donne des médicaments. Ce que la recherche fait, premièrement, ça nous donne des informations pour mieux intervenir, mais ça fait aussi qu'il peut y avoir un regard critique sur les interventions de la part des professionnels haïtiens. Et quand on collabore en recherche, qu'est-ce qu'on cherche? On recherche de l'expertise, on cherche des gens qui ont un certain niveau de formation, on cherche des gens qui ont une certaine familiarité avec la recherche. Ça ne va pas être un membre de la population en général. Et il y a beaucoup de gens qui interviennent en Haïti de l'extérieur, qui vont dire « Ah, mais c'est tellement plus long de travailler avec le gouvernement, avec les universités, c'est tellement plus long de travailler avec les infrastructures existantes parce que… » Et ils vont nommer la corruption, ils vont nommer l'inefficacité, ils vont nommer la faiblesse du système. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, la tendance en santé mondiale les dernières années, justement, c'est de prendre en considération des systèmes. On parle longtemps de pérennité, on parle longtemps de capacitation, etc. Mais au-delà de juste ces paroles, c'est aussi de dire qu'est-ce que ça implique d'intervenir auprès de professionnels, auprès d'étudiants, auprès d'infirmières, auprès de médecins. Ça veut dire aussi qu'ils ne vont pas toujours être d'accord avec nos idées. Ça veut dire qu'eux, ils vont avoir leurs propositions. Ça veut dire qu'ils ne vont pas toujours dire oui à ce qu'on propose. Et ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué dans mon travail en Haïti, c'est que généralement, les gens qui reçoivent des interventions de l'international, ils ne vont jamais les refuser. Ils ne vont jamais les refuser. Ils vont dire oui, même si l'intervention ne les intéresse pas, même si ils n'ont pas une bonne impression du bailleur. Ils sont dans une position de vouloir garder les conduits ouverts pour des interventions. Il y a plein de raisons. C'est parfois des très bonnes raisons, en fait, que les gens disent toujours oui, mais souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas dans une position de dire non. Et dans les collaborations de recherche, parce que souvent, on est en train d'interagir chercheur à chercheur, on a plus de possibilités d'entendre un non. Alors, ici, juste pour passer à quelques principes un peu plus généraux par rapport aux principes de recherche en santé mondiale pour essayer de voir comment on peut améliorer. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus en recherche internationale et en santé mondiale, et ça demeure encore. Premièrement, la question du partenariat authentique, et vous voyez que, disons, ajouter authentique, parce que si on cherche le mot partenaire, on le retrouve partout. Tout le monde a des partenaires, tout le monde travaille avec des partenaires. C'est le mot, en fait, pour décrire les relations en santé mondiale, je dirais, des 10-20 dernières années. Mais on sait aussi que partenaire ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Les partenariats peuvent être créés dans une semaine, comme ils peuvent être créés pendant un an. Ça peut être un nombre restreint de partenaires. Les gens à l'hôpital où je travaillais parlaient beaucoup de partenaires privilégiés. Alors, des fois, on compare les partenaires pour dire qui est un vrai partenaire versus qui utilise le mot sans le soutenir avec vraiment un vrai partage ou un vrai échange. La question de l'inclusion, alors qui participe, qui est exclu, qui est assis autour de la table, qui est présent. Et on voit que historiquement, dans les interventions, en tout cas en Haïti, c'était que les professionnels haïtiens étaient souvent exclus des décisions. Le gouvernement demeure encore souvent exclu des décisions, simplement parce que c'est plus rapide, c'est plus expéditif d'intervenir auprès d'une population malade directement, de donner des médicaments, d'aller faire des vaccins, de ne pas passer par toutes les couches qui peuvent être là, que ce soit le gouvernement, d'autres professionnels, etc., mais d'aller tout de suite nourrir des bébés ou faire des accouchements ou opérer. J'ai vu beaucoup de groupes, par exemple, qui faisaient des missions pendant une semaine, arracher des dents, etc.
On peut faire ça très facilement avec moins de gens qui sont inclus. Par contre, pour faire de la recherche, l'inclusion va être vraiment nécessaire et c'est qui qu'on va inclure dans la recherche et comment on va les inclure. Ça, on va passer au point suivant, la question des avantages partagés. Alors, que sont les avantages de la recherche? Ça peut être l'information, ça peut être les fonds de recherche, ça peut être l'avancement professionnel qui vient avec la présentation de la recherche ou bien les publications. Alors, en santé publique, on sait que c'est souvent des recherches multi-auteurs. C'est qui est premier auteur? C'est qui est deuxième auteur? C'est qui met son nom sur les textes? C'est qui décide qui va être inclus comme auteur? Ça, c'est des enjeux autour des avantages de publication. Mais après, ça va être la question de qui a accès aux données. Et une des choses que j'avais entendues beaucoup en Haïti, c'est que les gens considéraient que la recherche, c'est quelque chose qu'on leur demandait de faire pour quelqu'un d'autre, que la recherche était essentiellement une extraction, que les gens venaient d'autres pays en Haïti pour prendre des données et repartir avec. Alors même les données, peut-être qu'ils avaient été collectées par des assistants de recherche haïtiens, par des agents de terrain, ils ne savaient pas où ça allait. Et c'est la même situation souvent pour comment le gouvernement haïtien fait la recherche. Ce n'est pas juste l'international, mais le gouvernement haïtien souvent va demander des statistiques, va demander des comptes rendus, va demander des informations. Mais tout ça, ça va être envoyé à Port-au-Prince. Et nous, avec Acosme, on travaille dans le nord du pays. Bien, les gens dans le nord sont habitués que les données vont partir, vont quitter la région et puis ils vont aller vers la capitale et ils ne vont jamais les voir. Ils ne vont pas savoir qu'est-ce qui arrive. Quatrième principe de recherche, c'est quoi l'engagement pour l'avenir? Okay? Une fois que le projet de recherche est fini, une fois que les données sont collectées ou même que l'analyse est faite, qu'est-ce que ça va représenter comme prochaine étape? Encore une fois, les enjeux de publication et de diffusion, mais aussi qui va établir les prochaines priorités de recherche? C'est qui va décider s'il y a un surplus dans le budget, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Alors, cet engagement pour l'avenir peut être à plusieurs niveaux. Une des choses que j'ai constatées aussi, c'est que quand le partenariat fonctionne bien en Haïti, les Haïtiens souhaitent une continuité. Et une des plus grandes critiques qui avait été faite, c'est qu'il n'y a pas de suivi dans les interventions, que ce soit une intervention clinique ou une intervention de formation, une intervention de recherche. C'était souvent considéré comme quelque chose de ponctuel et puis les gens disaient, bon, il n'y a pas de suivi. Okay? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ou dans 5 ans ou même dans 10 ans? Okay? On sait que dans un contexte postcolonial comme Haïti, on sait que dans un monde où il y a énormément d'inégalités à cause d'un système socio-politique, économique injuste, ce ne sont pas des choses qui vont être réglées dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et malheureusement, la temporalité des activités de recherche, souvent, c'est un 4 ans, un 5 ans, un 10 ans, c'est extrêmement rare. Alors, on souhaite renouveler, par exemple, Acosme, c'est un projet qui a environ 5 ans, mais qui est bâti sur beaucoup plus d'années d'expérience de l'Université de Montréal en Haïti et qu'on souhaite continuer notre engagement pour l'avenir. Et les gens, quand ils nous voient revenir ici, ils vont souvent être heureux pour dire « OK, vous ne nous avez pas abandonnés ». Réactivité aux causes des inégalités. Alors ça, c'est un autre point pour souligner que comment ça se fait que les chercheurs canadiens vont en Haïti faire le travail, mais les chercheurs haïtiens, on ne les voit pas beaucoup venir au Canada. Ils n'ont pas des subventions pour venir nous étudier ou bien travailler sur notre population. Ça, c'est une inégalité au niveau de la recherche, mais ça peut être aussi juste dans les milieux de travail. Comment ça se fait qu'il y a des pannes d'électricité assez régulières dans des établissements de santé en Haïti, tandis qu'ici, s'il y avait une panne d'électricité dans un hôpital, ça serait considéré vraiment exceptionnel et extrêmement grave. Comment ça se fait qu'ici, les patients ont accès à une gamme de produits pharmaceutiques et puis à beaucoup de matériel médical qu'en Haïti, bon, c'est difficilement, on a de la difficulté à l'obtenir ou bien les ressources sont limitées. C'est quoi les causes autour de
ça? Est-ce que c'est par rapport aux politiques nationales? C'est quoi la politique canadienne par rapport à Haïti? Et des fois, ça nous éloigne de la santé. Ça peut être une politique en agronomie, ça peut être une politique en termes de commerce international, de douane, etc. Et une des choses qu'on revoit avec la santé mondiale, c'est que c'est pas juste d'avoir une vision plus large de la santé d'un point de vue géographique et puis d'avoir une analyse ou une considération qui prend en compte les distances. C'est aussi, pour moi, la santé mondiale, de quitter le domaine de la santé clinique et de penser à l'économie, de penser à la politique, de penser au commerce international et à la gouvernance, pour que ça soit plus global que simplement focusé sur la santé avec une définition limitée. Et finalement, la question d'humilité et comment on peut travailler notre humilité. C'est quelque chose qui est, je dirais, un grand défi parce que, premièrement, souvent quand on travaille dans des milieux comme Haïti, on est reçu avec un accueil chaleureux. Et c'est aussi comment on est reçu dans notre milieu. Alors, juste par exemple, si je dis que je travaille sur des questions de santé en Haïti à des gens ici à Montréal, je vais tout de suite avoir des éloges. Oh, wow, oh, c'est vraiment cool. Oh, et il y a le sous-entendu, oh, tu es une bonne personne, tu es généreux, tu es altruiste. Et puis bon, le fait que j'ai un poste de professeur, est-ce que ça implique une intelligence, etc. Il y a beaucoup pour gonfler l'ego quand on travaille dans ce domaine-là. Alors, la question de l'humilité, parce qu'on sait quand on écoute nos partenaires haïtiens, quand on écoute les gens sur le terrain, ils vont parler souvent d'arrogance ou de gens qui viennent avec les gros sabots. Puis en fait, c'est particulier parce que l'expression en Haïti de colon, de traiter quelqu'un de colon, c'est quelqu'un qui veut tout diriger et dire à tous les autres quoi faire. Ici, au Québec, quand on parle de colon, souvent, c'est quelqu'un qui n'est pas sophistiqué. Alors, ça démontre un peu notre idée de qu'est-ce que ça représentait le colon. Mais en Haïti, qui a été colonisé par les Français, comme la Nouvelle-France, le colon, c'est celui qui arrive, qui est arrogant et qui veut être chef de tout le monde. Alors, l'humilité en recherche, en fait, va, pour moi, passer beaucoup par les collègues haïtiens, les intermédiaires qui vont être capables de nous dire, bien, en fait, tu n'as pas tout à fait compris, ou bien, cette analyse-là, je ne suis pas d'accord avec, ou non, en fait, moi, dans les cours que j'ai reçus à ma faculté de médecine à Port-au-Prince, ce n'est pas ça qu'on nous a appris. Encore une fois, c'est des gens qui peuvent plus facilement dire non, qui peuvent contester, qui peuvent nous mettre un peu à notre place si on intervient dans un milieu qui est fondamentalement pas notre pays, un milieu qui est étranger. Alors, je vais continuer parce que je vois que le temps avance. Je vais laisser aussi un peu de temps pour les questions et pour parler du projet ACOSME de façon plus précise. Alors, comme j'avais expliqué, un partenariat avec trois acteurs principaux et le bailleur de fonds qui est Agence mondiale Canada, Affaires mondiales Canada, pardon, et ça représente l'appui au continuum de soins en santé mère-enfant. On voit qu'il y a une histoire particulière avec l'accent mère-enfant, c'est l'héritage du gouvernement Harper qui avait mis beaucoup l'accent sur la santé mère-enfant et on peut voir ça aussi un peu de façon critique par rapport à c'est quoi comment sont abordés les enjeux de genre, de sexualité par certains gouvernements. Et puis, quand les gouvernements mettent l'accent beaucoup sur la maternité, ça peut en dire aussi sur c'est quoi leur conception du rôle de la femme ou que la santé reproductive ou la santé sexuelle, qu'est-ce que ça implique par rapport à qui mérite une intervention. Et on sait que les femmes et les enfants, historiquement, souvent avec les rôles de veuves et orphelines, ont été beaucoup ciblés pour des activités humanitaires. On voit qu'avec la nouvelle administration, nouvelle maintenant, mais après la fin du gouvernement Harper, on voit plus de tendance vers la santé sexuelle et santé de la reproduction. Alors, le langage change. Alors, le projet ACOSME a travaillé beaucoup avec des résidents en médecine en Haïti. Et
une des justifications pour ce choix de travailler avec des résidents, de cibler des résidents haïtiens, c'est que ce sont des gens qui sont formés en Haïti et qui ont des connaissances, bien sûr, du milieu dans lequel ils travaillent, du nord d'Haïti, mais aussi c'est des gens qui doivent préparer un travail de recherche pour terminer leur résidence, que ce soit en chirurgie, en pédiatrie, en obstétrique, gynécologie. Ils doivent compléter et présenter un travail de recherche. Par contre, ils avaient très peu de formation en méthodologie de recherche et très peu d'expérience ou de mentorat ou d'accompagnement. En fait, on leur dit plus ou moins, faites un travail de recherche et on ne leur donne pas beaucoup d'appui ou d'accompagnement. On voulait aussi créer des liens avec l'Université de Montréal, en particulier des étudiants ou des diplômés niveau maîtrise ou doctorat qui ont des formations en méthodologie de recherche, souvent qui sont poussées, mais peut-être qui connaissaient un peu moins le terrain particulier ou peut-être qui, comme ils étaient basés à Montréal, des fois c'est des gens qui avaient quitté Haïti pour venir faire leurs études ici. Ou sinon des gens qui connaissaient moins ou pas du tout le pays et puis qui pouvaient participer dans une activité de recherche là-bas. Alors, c'est un jumelage, en fait, qui a été assez fructueux et intéressant. Par rapport à la diffusion des résultats, toutes les publications qu'on crée avec le projet ACOSME, les publications de nos activités de recherche, sont des co-publications et tous les projets de recherche vont avoir un auteur haïtien comme premier auteur. Et je les accompagne pour qu'ils puissent choisir une revue qui les intéresse, le format de l'article, la langue. Généralement, c'est des gens qui sont plus à l'aise à travailler en français, mais s'ils veulent publier en anglais, on leur offre aussi la possibilité pour une traduction. C'est aussi pour eux de penser à qu'est-ce que ça sera leur carrière de chercheur. Et je leur demande, OK, cette publication-là, oui, c'est important pour la diffusion des résultats, de partager les informations. Et il y a plusieurs façons de le faire, pas juste les publications, mais c'est aussi pour toi, en tant que jeune chercheur, en tant que chercheur haïtien, c'est rare pour les jeunes chercheurs haïtiens d'avoir la possibilité de publier. Alors, je leur dis, comment vous voulez mobiliser cette publication-là? Qu'est-ce que ça peut faire pour vous professionnellement? C'est quoi votre vision pour votre avenir? Comment vous voulez continuer à travailler dans le domaine de la santé et de la recherche? Et les gens qu'on trouve, en fait, c'est des gens qui sont passionnés par la recherche, qui veulent envisager des carrières de chercheurs. Alors, l'importance d'être stratégique dans les publications, c'est quelque chose que je fais avec mes étudiants à l'UDM dès le départ, et c'est quelque chose aussi que je veux faire et que je fais avec les jeunes chercheurs haïtiens, en plus que eux, ils visent souvent des publications transnationales. Ils veulent s'assurer que les résultats soient disponibles en Haïti, mais ils veulent aussi que les informations dépassent le contexte haïtien pour avoir un impact sur d'autres milieux dans lesquels il peut y avoir des problématiques semblables autour de la santé mère-enfant. On prépare aussi des ateliers et des conférences. Alors souvent, on sait avec les publications, même pour les gens qui sont vraiment imprégnés du milieu, il y a tellement à lire, il y a beaucoup de travail à faire au courant d'une journée. Souvent, on n'arrête pas pour lire un texte ou bien on le lit en diagonale. On a vu surtout dans un contexte haïtien où les professionnels de la santé sont très pressés, il peut y avoir vraiment une réponse intéressante dans un atelier, une conférence face à face, un échange où les gens peuvent poser des questions, nommer des doutes, avoir des précisions, demander, puis vraiment prendre le temps de s'asseoir pendant 1 heure ou 2 pour échanger, puis absorber. Puis les textes ou les rapports sont disponibles en complément, mais je pense qu'on le voit aussi dans le contexte de la pandémie, l'importance de ce contact-là en personne. Puis on a très hâte de reprendre ce type de contact-là, où on peut partager la recherche de façon particulièrement dynamique, pas juste à l'écrit. Et au niveau, par exemple, de la population, qui ne seraient pas nécessairement spécialisés en santé, puis qui n'auraient pas nécessairement accès à des publications scientifiques, l'utilisation des conférences par radio et la diffusion par radio de nos projets de recherche, des données. On sait qu'en Haïti, puis en beaucoup d'autres pays, en fait, la radio joue un rôle très important,
diffusion non seulement des nouvelles, des médias ou divertissement de musique, mais aussi de la radio éducative, l'idée d'apprendre avec la radio, d'écouter une émission sur la santé, par exemple, où on reçoit les conseils ou bien on peut entendre un débat par rapport à un enjeu de santé. Ça, c'est quelque chose qui circule beaucoup. Et aussi l'idée d'informations qui peuvent circuler par les téléphones. Alors, on le voit énormément dans le contexte de la COVID. Les groupes WhatsApp qui circulent des informations, malheureusement, elles ne sont pas toutes véridiques, mais des conseils, des recettes maison, des nouvelles, etc. Alors, le format électronique avec l'idée d'un médium comme WhatsApp peut rejoindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens d'une façon qu'une publication traditionnelle ne va pas nécessairement le faire. Et finalement, les congrès haïtiens, soit pour la Société des obstétriciens gynécologues ou bien la Société médicale d'Haïti, et des congrès internationaux qui ont un lien soit avec la santé mère-enfant, la santé publique ou la santé mondiale. Je vais passer brièvement sur le type de projet qu'on mène, en fait. Un premier projet, c'était sur le parcours thérapeutique des femmes parturientes. Alors, c'était de comprendre l'utilisation des services biomédicaux par les femmes parturiantes. On a mis beaucoup l'accent historiquement sur les femmes qui ne vont pas à l'hôpital pour accoucher, les femmes qui accouchent à la maison, sans nécessairement avoir de personnel formé ou bien de ressources biomédicales, avec des sages-femmes ou des matrones, dans l'image que j'avais montrée précédemment. Mais je trouvais ça intéressant, en fait, de poser la question d'une autre façon, de dire, OK, les femmes qui accouchent en milieu hospitalier sont minoritaires, mais qu'est-ce qu'elles font quand elles sont là? Pourquoi elles viennent à l'hôpital? Comment elles apprécient? Comment on peut améliorer quelque chose qui existe déjà? Et en fait, la recherche a été menée par Dr. Jimmy Saint-Ilus, qui est un médecin haïtien, mais qui suivait un programme de maîtrise en santé publique en France, qui est revenu en Haïti pour participer à cette recherche et qui a fait un travail vraiment extraordinaire finalement. 80 entretiens. Au départ, on en avait prévu 40, mais il a été tellement motivé et inspiré par ce qu'il apprenait. Il a trouvé plusieurs choses intéressantes. Premièrement, que pour certaines femmes d'accoucher dans un hôpital, c'était une tradition familiale. Elle disait, ma mère a accouché ici, ma grand-mère a accouché ici, c'était normal que moi je vienne ici. On a entendu aussi les gens parler de façon très positive du personnel. Et ça, c'est intéressant parce que généralement, quand on parle de la population en Haïti, on va se plaindre beaucoup que les infirmières et les médecins ont des comportements discriminatoires, peuvent être violents verbalement et parfois même physiquement, beaucoup de cas d'abus, et on sait que c'est un problème. Par contre, dans les discours des femmes qui venaient d'accoucher, un bon nombre d'entre elles parlaient pour dire « Ah, moi j'ai été entourée depuis que je suis arrivée, je pensais qu'on me laisserait tout seul sur le lit, mais non, il y avait une infirmière avec moi tout le temps. » Ou « Ah, le médecin qui était là pour mon accouchement, j'ai vraiment pas assez d'argent pour la payer comme j'aurais aimé parce qu'elle a tellement fait un bon travail, mais c'est certain que je vais toujours prier pour elle ou je vais toujours avoir une bonne pensée pour elle parce qu'elle m'a aidé. » Alors, ce discours d'appréciation était vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on pouvait partager avec le personnel pour les encourager et contrer un peu le discours qui est plus négatif en disant que les espaces cliniques haïtiens ne sont pas accueillants aux femmes. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de problèmes à ce niveau-là, mais on a un peu un contre-discours avec cette étude. La deuxième étude était une étude sur une campagne de sensibilisation à la santé mère-enfant. On voit qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation en Haïti et on avait une occasion vraiment intéressante avec une programmation initiée par le maire d'une localité qui s'appelle Baron, un endroit en milieu assez rural. En fait, c'est à peu près 2 heures de route d'une ville principale Cap-Haïtien. Alors, un milieu agricole avec des situations économiques très difficiles. Mais on voulait voir comment s'est passée l'activité de la fête des mères. Alors, c'était une étudiante, en fait, qui avait terminé sa maîtrise en santé publique, une étudiante d'origine haïtienne, mais basée à Montréal, Caroline Auguste, qui a fait de l'observation participative. Elle faisait partie de l'équipe ACOSME, mais elle avait aussi le rôle pour observer comment ça se passait pendant l'activité et par la suite retourner dans la communauté pour voir
quels étaient les messages et les appréciations des membres des CFU. Alors ça, c'est les comités de femmes utilisatrices. C'est des regroupements de femmes qui sont un peu là pour représenter l'intérêt et les expériences des patientes. Des femmes qui sont issues de la communauté, qui n'ont pas nécessairement une formation en santé, mais qui sont bonnes, qui sont respectées dans leur communauté et bonnes en termes de diffusion et communication. Alors, Caroline a fait plus d'une vingtaine d'entretiens avec des membres des CFU pour voir comment elles avaient trouvé la campagne de sensibilisation. Et on a vu par la suite c'est quoi les messages qui restaient. On a vu aussi quelles étaient les activités qui avaient été appréciées le plus. Et une qui revenait souvent à une activité, ça nous a surpris, c'était une activité un peu une sorte de génie en herbe ou bien un concours de connaissances sur la santé mère-enfant dans les écoles. Et ça, si moi-même, que j'avais travaillé une bonne période de temps en Haïti avant, si on me disait que l'activité qui avait le plus animé ou marqué une communauté rurale, ça avait été un concours de génie en herbe dans une école, j'aurais été très surpris. Alors, ça reflète un peu mes propres préjugés. Et on a entendu dans les discours à quel point les écoles peuvent être des endroits pour la transmission de ce genre d'informations et que d'avoir un aspect de concours aussi, ça faisait que les gens se sentaient investis pour quelle équipe a plus appris ou bien, mon fils il est dans telle école, puis lui va représenter telle équipe d'information. Alors ça, c'était vraiment intéressant et c'était une stratégie, en fait, ils appelaient ça le festigénie. C'était une stratégie que je n'ai pas vue à beaucoup d'endroits en Haïti, surtout pas en milieu rural, et qui peut être explorée comme une stratégie pour la diffusion des connaissances et une campagne de sensibilisation. Troisième recherche, je vais en présenter 4 en tout, et puis après ça, je vais terminer pour une période de questions et d'échanges. C'était la perception et la gestion des risques reliés à l'hypertension chez les femmes en âge de reproduction. Et ça, c'était un médecin, en fait, qui est dans un établissement partenaire qui essayait de comprendre comment les gens géraient l'hypertension dans sa communauté. Parce qu'il voyait que le taux d'hypertension montait beaucoup. Et lui, il avait accès à certains médicaments, mais il voyait que les gens étaient un peu réticents pour venir prendre ces médicaments-là et pour suivre un traitement contre l'hypertension. Alors, étant donné que le projet ACOSME travaille sur les questions de santé sexuelle et santé de reproduction, particulièrement chez les femmes, on a tourné le projet vers les risques pour les femmes enceintes. Alors, c'était de trouver des femmes hypertendues pour voir comment elles gèrent le risque de l'hypertension et la grossesse. Et on sait que c'est un risque important. On sait que le taux de décès maternel est élevé en Haïti et que le taux d'hypertension est en train de monter de façon inquiétante, notamment chez les jeunes. Alors, une des choses qu'on a trouvées, par exemple, qui pour moi était vraiment une surprise, c'est que les femmes savaient que l'hypertension était un problème de santé. Elles pouvaient souvent dire « je me sens comme si ma tension avait monté » ou bien il y avait quelqu'un dans la maison ou proche d'elles qui contrôlait leur tension et puis c'était quelque chose qui faisait partie de leur quotidien, cette inquiétude pour leur tension. Elles étaient aussi conscientes de la risque de la prééclampsie. Par contre, elles ne faisaient pas le lien entre les deux. Alors, ça, c'est intéressant parce que justement, l'hypertension, c'est un facteur de risque important pour l'éclampsie et ça représente un nombre vraiment important de décès chez des femmes enceintes en Haïti. Alors, de faire le pont entre deux pathologies qui sont reconnues et qui sont considérées des menaces, mais que les femmes ne faisaient pas le lien entre les deux, ça va former partie des prochaines interventions avec nos partenaires. Et finalement, la 4e étude, c'était un intérêt pour suivre les résidents qui sont formés à l'hôpital Justinien. J'avais parlé de ces résidents-là qui agissent comme partenaires dans nos recherches. Mais on sait très peu sur ce qui arrive chez les spécialistes après leur formation. On sait qu'il y a beaucoup d'emphase sur la migration à l'international. Des fois, en anglais, on utilise l'expression brain drain, mais l'idée que la majorité des universitaires diplômés en Haïti vont quitter le pays. Mais pour ceux qui restent, que sont leurs conditions de pratique? Ça allait nous donner aussi une meilleure idée des ressources humaines, des conditions de travail, les services, les infrastructures, accessibilité.
Le travail de recherche était un stage pour une étudiante en santé mondiale de l'UDM, mais qui était médecin, encore une fois haïtienne, formée en Haïti et qui s'était déplacée à Montréal pour faire sa formation avec nous à l'UDM. Je pense que le PowerPoint va être partagé. Je vais ici juste très rapidement faire un petit résumé de certains textes. Moi, je suis anthropologue de formation et de métier, alors c'est certain que j'essaie toujours de faire un peu de promotion pour mes collègues qui ont écrit sur des enjeux de collaboration, de partenariat. Vincent Adams qui a écrit sur qu'est-ce qu'on mesure en santé mondiale, comment et pourquoi, et aussi cette idée de ralentir la recherche, le slow research, et pourquoi, si on est toujours très pressé dans nos projets, ça peut avoir des effets néfastes sur notre recherche, sur nos partenariats, sur nos relations. Peter Redfield qui a fait une analyse vraiment intéressante sur Médecins sans frontières, notamment l'idée de la crise et qu'est-ce qui représente une crise, comment ça influence notre action. Les deux prochains textes, particulièrement pour des jeunes professionnels, pour des étudiants, je pense que ça pourrait vous intéresser. Betsy Braid a fait du travail sur le VIH au Botswana, mais elle a étudié le partenariat entre les universités nord-américaines et les hôpitaux et les universités au Botswana pour voir comment ça se passe sur le terrain quand ces étudiants-là viennent faire leur stage, quand ils sont présents pour quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce qui se passe après qu'ils partent? Comment le département peut changer ou s'adapter à eux? Comment eux, ils décrivent leur expérience? Comment les médecins du Botswana peuvent décrire l'expérience? Alors, c'est pour des jeunes professionnels, pour des étudiants, je pense que ça touche à beaucoup d'enjeux qui vous concernent directement. Aussi, le livre de Claire Wendland, qui a étudié la formation médicale au Malawi. Et elle met l'accent, elle nous fait penser que la majorité des facultés de médecine, et je serais curieux de voir aussi si c'est la même chose pour les facultés de santé publique ou les écoles de santé publique, la majorité ne sont pas dans des pays riches, ils sont dans des pays à faible revenu ou à moyen revenu. Alors, comment quelqu'un est formé en médecine au Malawi? Puis, ça peut être intéressant aussi de voir comment ils sont formés ou non pour la recherche. Wenzel Geisler, un chercheur vraiment intéressant, en fait pas anthropologue, plus en histoire, mais des textes qu'il a préparés avec ses collègues sur la science en Afrique et la production des données, la collaboration, la colonisation, les enjeux de recherche à travers le continent africain, majoritairement en Afrique subsaharienne. C'est très riche comme travail. Et puis, souvent, on va penser que dans les pays pauvres, il n'y a pas de recherche, la recherche ne se fait pas, la recherche n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Il y a toute une histoire de recherche, souvent avec des réseaux transnationaux et souvent avec des grandes inégalités, mais aussi avec des efforts, avec un travail des fois invisible et parallèle par rapport aux recherches qui se font dans des pays industrialisés. Alors ça, j'imagine que ça va être disponible. Et finalement, aussi par rapport au partenariat, à la collaboration, deux textes qui ont plus de liens avec les questions autochtones. Linda Tuhiwai-Smith, qui est chercheur maori de la Nouvelle-Zélande, qui parle de comment on peut faire de la recherche dans une approche décoloniale. Et Audra Simpson, en fait, qui est maintenant basée à New York, mais qui est originaire, en fait, de Kahnawake et puis qui a fait un terrain là-bas. Vraiment intéressant. Et je trouve que ça présente le point de vue aussi d'une chercheure qui s'identifie comme quelqu'un issu d'une Première Nation et puis qui doit faire le saut un peu entre sa communauté et le milieu universitaire qui a souvent été hostile finalement à ces communautés-là et qu'aujourd'hui, on cherche à développer de plus en plus de partenariats. Alors, voilà, je vous laisse aussi mon adresse courriel. Ça me fera plaisir d'échanger plus avec vous, mais je crois qu'on a un petit peu de temps pour des questions. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup, professeur Mine. C'était vraiment très intéressant. Ça nous a... ça vient comme aider à positionner tout le monde lorsqu'on fait de la recherche.
et votre expérience est vraiment très enrichissante pour nous. Donc, nous avons 10 minutes à peu près pour une période de questions. Donc, ma collègue Priscilla va vous donner le droit de presser d'enlever la sourdine. Et s'il vous plaît, posez vos questions. Juste, allez-y un à la fois et on verra comment ça va. Merci. Est-ce que vous pouvez est-ce que quelqu'un peut juste essayer de se unmute? Juste pour essayer? Parfait. Excellent. Donc, je vous laisse la place pour des questions. Je vais me lancer pour une question. Moi, je ne suis pas du tout du domaine de la recherche. Je n'ai pas d'expertise en recherche, j'ai plus une expérience sur le terrain. Et j'aimerais savoir, pour vous-même dans le domaine de la recherche, quelles sont les barrières que vous pouvez rencontrer, notamment autour de, on va dire, de la sphère macro et des défis autour de la corruption qu'on peut retrouver dans certains pays, même dans tous les pays au monde. C'est particulier parce que vous faites un contraste entre recherche et terrain. Et pour moi, mon terrain, c'est la recherche. Mais c'est ça, c'est une question aussi des fois disciplinaire ou bien dans le milieu du travail. C'est vraiment intéressant. Merci pour la question. Les défis macro, je peux juste prendre un exemple. Souvent, dans les financements pour les interventions en santé mondiale, on ne va pas nécessairement avoir une partie du budget pour la recherche. Alors, au niveau de la conception de l'intervention, on va des fois faire des évaluations de qualité ou bien une procédure pour démontrer qu'on a fait ce qu'on devait faire, mais vraiment quelque chose qu'on peut considérer de la recherche. Et moi, ma spécialité, c'est de la recherche qualitative. On le voit encore moins. Un des aspects de la recherche qualitative, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver quand on commence à chercher. On découvre, c'est une approche qui est plus inductive, alors des enjeux peuvent émerger lors du terrain. Mais pour moi, ça permet deux choses. Ça permet d'être plus à l'écoute des priorités de recherche et de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce que si moi, j'arrive avec mes questions préformulées, et puis je vais et je fais mes sondages, etc., et je repars avec, je peux passer vraiment loin de la marque par rapport à, OK, mais les gens avec qui on travaille là-bas, eux, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Alors, d'avoir de la place, je dirais, dans la conception du projet pour que la recherche soit présente, qu'il y ait un budget pour ça, qu'il y ait un temps accordé pour ça, que ça, c'est assez, c'est pas très courant. En fait, on a eu beaucoup de chance, mais c'est aussi grâce à, je pense, à l'orientation du projet ACOSME et puis les gens qui ont mis ce projet sur pied et puis qui travaillent sur ça. Moi, je suis arrivé un peu tardivement sur le projet, mais j'ai été agréablement surpris quand mais on a un volet recherche qu'on veut développer parce que la plupart du temps, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement présent. Alors, premièrement, pour créer une place pour ça. Deuxième, la question de la corruption, c'est une question qui est difficile à aborder. En fait, moi, j'ai passé plus que 3 ans en Haïti sur plus qu'une vingtaine d'années. Et beaucoup dans le milieu médical, à des niveaux différents, vraiment dans des cliniques de campagne versus dans des hôpitaux en milieu urbain. Et je ne peux pas vraiment dire que je voyais beaucoup de corruption. Ce que je voyais, surtout, c'était des gens qui étaient obligés de choisir entre 3 mauvaises options. Ouais. Et je pense qu'on parle beaucoup de corruption, justement, quand la femme qui m'a demandé de prendre sa photo, est-ce que vous étiez là pour ça? Elle dit, prends la photo pour qu'il voit que je n'ai pas volé les... En fait, elle était consciente qu'il y avait une option de corruption qui était possible. Mm-hmm. Elle était aussi consciente, par exemple, que peut-être des membres de sa famille avaient... Là, je vais vraiment loin, c'est pas son cas à elle, mais on peut imaginer qu'elle, des membres de sa famille, avait besoin de ce matériel-là pour des très bonnes raisons pour le travail, mais elle n'avait pas le droit
de les distribuer à l'extérieur de la formation. Mais dans plein de contextes, y compris le Québec, ben, c'est important d'être correct avec sa famille. C'est important d'appuyer sa famille. Puis le lien familial, si quelqu'un de notre famille a besoin de quelque chose, puis hey, c'est ma soeur qui a besoin de ça, ou ma cousine, ou ma mère, et puis je dis non, je ne peux pas le faire parce que les règles, c'est les règles, mais c'est un gros bris à quelque part. Et ici, on vit avec des surplus de ressources, alors on n'est pas obligé de faire ces choix-là souvent, mais quand on pense à nos partenaires de recherche, les professionnels de santé, ce sont des gens qui font vivre des fois 10, 15, 20 personnes et qui sont hyper conscients que d'un côté, ils ont des gens qui ont besoin d'eux, leur famille, leurs patients, des gens qui sont proches, on dit en créole « moun pam », okay, les gens pour soi, les gens qui nous appartiennent, notre monde, versus les bailleurs, où est-ce que ça doit être très impersonnel, où c'est première arrivée, première servie. Si elle n'habite pas dans cette zone-là, elle n'est pas éligible. Non, lui, à 18 ans, il ne peut plus avoir de service. Et de se trouver entre ça, c'est énormément de défis. Alors, autant pour la recherche, parce que des fois, avec la recherche, ils avaient accès à du budget, ils avaient accès à, par exemple, des ressources comme accès à un véhicule, ou bien accès à un salaire de plus, ou même un budget de photocopie. Ils vont être pris entre plusieurs décisions qui vont être difficiles. Et encore une fois, on peut penser corruption, mais, et je ne dis pas que la corruption n'existe pas, c'est clair que la corruption existe, mais je pense qu'elle existe à très haut niveau, à Washington, à New York, à Genève, à Paris, puis on appelle ça, c'est comme ça que le monde fonctionne, puis oui, c'est injuste, mais c'est comme ça que ça marche. Ça existe aussi dans des pays très pauvres, à plus petit niveau, mais on appelle ça de la corruption. Vous voyez? Oui. Merci beaucoup. En tout cas, oui, ça correspond aux tensions que moi j'ai moi-même pu vivre en intervention sur le terrain. Ce que vous décrivez, puis voilà. Et oui, la corruption existe partout. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous écouter, puis un plaisir. Vraiment, merci. Vas-y, Jacques. Juste, mets-toi, enlève la sourdine. Il faut que tu unmutes. Voilà. Parfait, tu peux y aller. Merci, parce que je n'arrivais pas en fait à l'enlever ici. Merci beaucoup, professeur Mine. Je vais aller très vite. Moi, j'ai beaucoup apprécié la présentation, d'autant plus qu'il y a de la collaboration, souvent avec votre équipe et certains étudiants locaux qui viennent et qui sont haïtiens et qui viennent ici à Montréal travailler, étudier et repartir, être comme une expertise locale. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment se fait le suivi après? Est-ce que les étudiants qui ont travaillé avec vous aujourd'hui, est-ce qu'ils sont devenus comme des experts locaux ou comment ça se fait la collaboration après les interventions de terrain? C'est une bonne question et en fait, ça représente un de nos plus grands défis. C'est que, et ça, j'avais un peu anticipé, mais on le voit vraiment, c'est que souvent, ce sont des gens qui ne restent pas en Haïti. Ce sont des gens qui quittent le pays et qui voudraient retourner, mais pour des raisons personnelles, familiales, etc. La situation, le contexte social, économique, politique en Haïti fait en sorte que beaucoup de jeunes, même s'ils veulent rester pour appuyer le pays, on entend parfois le discours, bien, si j'ai un poste à Montréal ou si je peux travailler en Floride, je vais gagner beaucoup plus que je pourrais gagner en Haïti, j'envoie de l'argent à ma famille et ça va être ma façon d'aider. Aussi, les jeunes chercheurs avec qui on a travaillé, il y en a beaucoup qui, en fait, ils ont tous des jeunes enfants. Alors, il y en a beaucoup qui disent, bon, moi, j'aurais fait le choix de rester ici pour aider, mais l'avenir est trop incertain pour que mon enfant grandisse ici. Et c'est tragique, en fait, c'est très difficile. Et ça fait partie, comme la question précédente, en fait, un des défis macro, c'est on ne peut pas obliger les gens de rester en Haïti ou de retourner en Haïti. On voit qu'il y a un taux d'immigration qui est élevé. Même parmi nos partenaires, par exemple, moi, j'ai travaillé dernièrement avec quelqu'un ça fait des années qu'elle est diplômée, elle doit avoir 45 ans, et puis elle a dit, j'ai jamais pensé quitter avant cette année, avant 2020. Elle dit, maintenant, je ne vois pas comment je peux rester. Alors, ça demeure un défi. Je dirais qu'au niveau du suivi, les communications, c'est beaucoup plus facile parce que je suis en contact avec eux régulièrement par Internet. On les invite à Montréal pour participer, présenter
Cosme et puis l'USI ont organisé une activité qui s'appelle ARIS. En fait, on l'a fait 2 fois à Haïti. Recherche, intervention en santé sexuelle et reproductive. Alors, il y a eu des gens qui sont venus pour ça, qui ont pu voir vraiment dans quel contexte on travaillait à l'Université de Montréal, de maintenir ce lien, que ce ne soit pas toujours nous qui allons là-bas. Après ça, c'est les questions de visa, c'est les questions de professionnalisme. Mais ça, je dirais que ça fait partie d'un grand défi macro. C'est comment s'assurer qu'il y a aussi une partie de l'expertise qui reste au pays sans dire aux gens, vous ne pouvez jamais quitter Haïti parce que moi, j'ai choisi. Je ne suis pas resté en Haïti, je ne suis pas natif de là-bas, mais mes parents sont immigrants aussi. On ne peut pas dire aux gens restez chez vous parce que c'est votre obligation d'aider le pays. Parfait. Bien, merci beaucoup, professeur Min. Encore une fois, votre présentation a vraiment apporté des notions que nous, comme étudiants et jeunes professionnels, on peut ajouter à notre pratique, journalière, puis aussi être conscient d'enjeux de pouvoir qui sont en grain ou potentiels ou juste comment les défaire lorsqu'on fait partie d'un projet en santé mondiale. Donc, juste pour tout le monde, à savoir que la séance, elle a été enregistrée et elle sera mise sur le site web du ghsips.ca. Prochainement, on aura donc de 3h05 à 4h05, il y aura les présentations des étudiants. Donc, je vous invite à vous joindre à une séance pour aller écouter aussi les projets de vos collègues, nombreux projets sur lesquels ils travaillent et c'est important aussi de mettre en valeur les projets dans lesquels on ajoute notre énergie et tout. Donc, merci beaucoup à professeur Min et merci à tous les participants et participantes d'être venus à cette séance. Merci à tout le monde. Et donc, au plaisir de vous revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. À très bientôt, j'espère. Bientôt.